Alors vous avez entendu, en ce moment on parle pas mal de harcèlement de rue avec Marlène Schiappa qui va faire une loi pour pénaliser le harcèlement de rue. Et je voulais profiter de cette vague-là pour discuter un petit peu de harcèlement de rue, de chevalier blanc et de psychopathe. Vous allez comprendre tout à l'heure le lien, et si vous l'avez déjà compris, c'est que vous êtes très intelligent, félicitations. Le harcèlement de rue, c'est un phénomène qui est évidemment à prendre très au sérieux, surtout lorsqu'on a l'habitude de faire des rencontres à froid, c'est-à-dire rencontrer des femmes dans des lieux publics, parce que c'est important de se mettre à la place de la personne qu'on veut séduire. C'est important de comprendre ce qu'elle ressent, ses appréhensions, ce qu'elle a vécu, ce qu'elle vit au quotidien, et ainsi pouvoir mieux la rassurer. Et je recommande ainsi vivement de discuter avec des filles, de leur demander de nous raconter leurs expériences mauvaises dans la rue, pour ainsi mieux comprendre, mieux se mettre à leur place et mieux les comprendre. Alors, ça peut paraître choquant au début, et au final on se rend compte que elles en parlent avec une certaine banalité, surtout les jolies filles, surtout les filles qui ont l'habitude de se faire emmerder. Elles vont raconter que c'est pas anodin de se faire cracher dessus, c'est pas anodin de se faire suivre dans le RER, de se faire parfois suivre jusqu'à chez elles, c'est pas anodin de voir un homme se branler en face de soi, à l'intérieur de son pantalon. Je l'ai moi-même vu dans une bibliothèque à Paris, dans une grande bibliothèque publique, c'était à la BPI, et il y avait un homme qui était assis en face de moi qui en fait touchait les cuisses d'une femme pendant qu'il se masturbait. J'ai même des filles qui m'ont raconté qu'elles se faisaient passer pour des débiles mentales, des malades mentales pour faire fuir, pour repousser certains hommes qu'elles trouvaient très bizarres ou qui leur faisaient peur. Il existe donc des hommes qui emmerdent des femmes dans la rue, mais c'est une minorité d'hommes, c'est une minorité bruyante qui fait parler d'elle, et il faut savoir que c'est une minorité qui n'est absolument pas représentative de la population masculine. En aucun cas, nous les hommes normaux, c'est-à-dire les hommes gentils, respectueux, qui n'avons aucune intention de faire du mal aux femmes, ne devrions porter les péchés de cette minorité d'hommes qui emmerdent les femmes, sous prétexte que nous ayons le même sexe qu'eux. Pas d'amalgame comme on dit. En effet, je pense pouvoir affirmer sans trop d'hésitation que, mis à part une bite entre les jambes, j'ai pas grand chose en commun avec ces hommes-là. J'ai pas grand chose en commun avec un homme qui crache sur une femme sous prétexte qu'elle est habillée trop sexy. Or, beaucoup d'hommes, des hommes gentils, des hommes respectueux, des hommes qui ont de bonnes intentions, n'osent pas draguer, n'osent pas aborder des femmes dans des lieux publics, faire des rencontres à froid, parce qu'ils ont peur d'emmerder la fille. Ils ont l'impression qu'ils vont la mettre mal à l'aise, que c'est même un acte égoïste de faire ça. C'est marrant parce que ce sont les hommes les moins concernés par le harcèlement de rue qui vont se sentir le plus concernés par les souffrances qui sont infligées aux femmes. On reconnaît là le chevalier blanc qui, à force de se faire culpabiliser d'avoir une bite, va du coup porter tous les péchés de la planète. Il va, en lisant les journaux, il va se rendre compte qu'on vit dans un monde cruel, dans un monde difficile pour la femme, dans un monde de misogyne. Et lui, en tant qu'homme privilégié, parce qu'homme cisgenre, hétérosexuel, il devrait se sentir mal de tout ça. Sa seule rédemption, ça serait de sacrifier sa masculinité. Et la priorité du chevalier blanc, et globalement la priorité de l'homme moderne, notre priorité à nous les hommes modernes, ça devrait être de montrer patte blanche, en fait, de rassurer les gens en disant « vous inquiétez pas, je ne suis surtout pas macho, je ne suis surtout pas sexiste. Regardez, je me suis complètement purifié de ma masculinité. Je suis un être asexué, il n'y a pas de souci, c'est bon. Pour le bien de l'humanité, je ne draguerai jamais de filles dans la rue. Je protégerai la cause des femmes, la cause féministe dans des débats futiles dans des terrasses de café. Et je serai un fervent opposant au manspreading. Voilà mon combat. À force de nous féminiser en nous expliquant qu'un homme qui pleure c'est beau, que nous devrions explorer notre homosexualité latente, que nous ne devrions surtout pas être violents ou agressifs ou tout ce qui est masculin globalement, à force de sacrifier notre masculinité, il ne faudra pas s'étonner qu'on ne sache plus protéger une femme physiquement dans la rue quand elle a réellement des emmerdes. Les femmes, comme les hommes, ont envie de faire de belles rencontres. Elles ont envie de faire de belles rencontres spontanées, naturellement. Et peu importe que ça se fasse dans un parc, dans la rue, au boulot, peu importe.
Ce qui compte, c'est la spontanéité. Alors évidemment que les femmes ont l'habitude de se faire emmerder dans la rue, mais elles n'ont pas l'habitude de se faire draguer. Tout simplement, un homme qui vient voir une femme de façon limite candide, en tendant sa main et en proposant de construire quelque chose, hein, je tends la main de façon figurée bien sûr, eh bien c'est très rare. Combien de nanas j'ai entendu me raconter que ce matin en prenant le RER, elles ont croisé le regard d'un homme qui leur plaisait, et cet homme-là les regardait aussi, mais elles ne comprenaient pas, elles étaient sidérées, elles ne comprenaient pas pourquoi cet homme-là n'était pas venu leur parler, alors que c'était clair qu'elles étaient intéressées et que lui aussi était intéressé. On reproche souvent aux hommes qui font des rencontres dans la rue, dans des lieux publics à froid, qu'ils ne devraient pas faire ça dans la rue parce qu'il y a des lieux faits pour ça. Mais il faut savoir qu'il y a des hommes et il y a des femmes qui n'ont pas forcément envie d'aller dans des lieux faits pour ça, pour faire des rencontres. Parce que pour eux, le coup de foudre ou une belle rencontre ne devrait pas forcément se faire dans un cadre, dans des horaires, mais plutôt de façon naturelle, spontanée, comme ça, alors soit en allant au travail dans le RER, soit en achetant un bouquin à la FNAC, en allant faire ses courses. Peu importe, il n'y a pas de lieu en fait pour faire une belle rencontre. Alors ces fameux lieux faits pour ça, là où les féministes nous invitent à aller faire des rencontres, c'est quoi? Globalement, c'est les bars et les boîtes de nuit, et c'est les sites de rencontres. Comme par hasard, des lieux payants déjà. Hein. Les bars et les boîtes de nuit, c'est un milieu qui ne convient absolument pas à tout le monde, puisqu'il faut apprécier le monde de la nuit, donc il faut aimer se coucher tard. Il faut apprécier danser, il faut apprécier la musique forte, et il faut être un minimum extraverti pour aimer être entouré de plein de gens. Le problème, c'est que ce n'est pas représentatif ni des hommes ni des femmes. Ça, je conçois que ça plaît beaucoup à certains hommes et certaines femmes, mais il y a beaucoup de personnes à qui ça ne convient pas. Alors comment elles font ces personnes-là? Alors du coup, on va leur dire d'aller sur des sites de rencontres. Ne parlez surtout pas à la femme qui est assise à côté de vous dans le RER, qui n'arrête pas de vous jeter des regards et qui a un livre et sur lequel vous pourriez aborder une conversation. Ne lui parlez surtout pas, attendez de rentrer chez vous pour engager une conversation sur Tinder. Ce qui est dommage aujourd'hui, c'est qu'on est en train de tendre vers une drague processée. Donc il faudrait qu'il y ait des horaires pour draguer, il faudrait qu'il y ait des lieux pour draguer. On aura bientôt plus le droit de faire de belles rencontres spontanément. Le coup de foudre se fera dans le meilleur des cas entre 2 et 3 heures du mat en boîte de nuit avec 3 grammes dans le sang. Au pire des cas, au détour d'un swipe Tinder. Vous imaginez les belles histoires à raconter aux enfants? Alors maintenant, je vais essayer de dresser le portrait type d'un harceleur. Pour emmerder une femme dans la rue, c'est-à-dire par exemple pour cracher sur une femme qui est habillée de façon sexy, pour commettre ces actes humiliants, hein, ceux que j'ai décrits au début notamment, il faut être relativement froid émotionnellement, il faut avoir très peu d'émotions en soi. Il faut avoir également très peu d'embarras ou de gêne par rapport au regard des gens. Il faut avoir une proportion très basse à ressentir la honte. Et il faut enfin avoir une empathie très faible, c'est-à-dire ne pas arriver à ressentir l'embarras ou la peur dans les yeux de sa victime. Parce que si on ressentait cet embarras et cette peur, on ne commettrait pas ces actes. Et toutes ces caractéristiques-là que je vous donne, ce sont des caractéristiques qui font référence à ce qu'on appelle la psychopathie. La psychopathie, c'est une des 3 dimensions de la Dark Triad. Et la Dark Triad, c'est 3 dimensions, pour le coup, 3 dimensions de la personnalité aversive, c'est-à-dire des dimensions de personnalité qui sont dangereuses, néfastes et violentes pour autrui. Alors on va avoir le machiavélisme, le narcissisme, que je ne vais pas définir ici parce que j'en parlerai plus tard, et la psychopathie dont je vais vous parler maintenant. Si on se réfère au NéoPI, le NéoPI, je vous rappelle que c'est le test de personnalité le plus utilisé dans la recherche scientifique dans le domaine de la psychologie. D'ailleurs, je vous ramène à ma vidéo sur l'extraversion, si vous voulez avoir plus d'informations sur ce test de personnalité. Si on s'en réfère à ce test de personnalité, la psychopathie, ça inclurait
une agréabilité qui est très basse. Donc en l'occurrence, ça voudrait dire ce sont des personnes très égocentrées, très égoïstes. On va avoir un névrosisme qui est très bas. Donc névrosisme, c'est-à-dire l'anxiété, la peur, ce genre de sentiment n'existe pas chez les psychopathes. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce sont des personnes intrépides, aventurières, et du coup elles ont un taux d'extraversion qui est relativement élevé. Ce sont des individus impulsifs, très impulsifs. Ils ont un niveau de conscience qui est bas, donc ils ont du mal à se mettre à la place des autres, et surtout ils ont une empathie qui est très très faible, voire inexistante, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas ressentir les émotions des autres. Or l'empathie, si vous voulez, c'est le meilleur garde-fou de la cruauté. C'est-à-dire qu'un individu qui ne ressent pas l'émotion de la personne en face de lui, de sa victime, va en fait percevoir sa victime non pas comme un être humain, mais comme un objet. Un harceleur, un homme qui emmerde une femme dans la rue, ne ressent pas les émotions, ne ressent pas la peur, ni l'appréhension, ni l'effroi dans les yeux de la femme qui l'emmerde, et ainsi il la traite comme un objet. Et c'est comme ça que font les tueurs en série, pour s'adonner à des actes cruels de façon froide. Alors il y a juste une petite nuance à comprendre pour bien cerner le psychopathe. Un psychopathe, c'est vrai qu'il est vachement centré sur lui, mais il peut comprendre les intérêts de la personne qu'il a en face de lui, surtout s'il a un bon QI. Il peut arriver à cerner les intentions de l'être humain qu'il a en face de lui. Donc si vous voulez, un psychopathe peut avoir une bonne empathie cognitive, c'est-à-dire qu'il peut comprendre l'état émotionnel de l'individu en face de lui, il peut comprendre qu'il a peur, ça peut même l'exciter, mais en aucun cas il va ressentir cette émotion. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'empathie affective. Donc un psychopathe peut avoir une bonne empathie cognitive, mais il n'aura pas une bonne empathie affective. Il ne peut pas ressentir l'émotion de la personne qu'il a en face de lui, et lui-même ne ressent pas d'affect. Il a une vie affective et une vie émotionnelle qui est proche du néant. Il ne ressent strictement aucune émotion, notamment la peur. Il y a des études qui ont montré, vous prenez des individus et vous les mettez face à des situations où la majorité paniquerait. Par exemple, en l'occurrence, c'était des chocs électriques. L'individu sait qu'il va se prendre un choc électrique. Et le psychopathe a un état physiologique qui reste calme en fait. Il n'est pas anxieux à l'idée de se prendre une décharge électrique. Il reste calme dans des situations où la majorité paniquerait. C'est une indifférence totale aux conséquences. D'ailleurs, j'ai vu dernièrement un témoignage sur un forum qui s'appelle Mademoiselle, où une femme qui s'était faite harceler racontait que elle s'était faite carrément frapper par un homme qui avait proposé à elle et ses deux copines dans la nuit de venir à une soirée qu'il organisait. Et elle avait refusé, il a insisté et du coup il l'a frappée. Et en fait, donc elle est tombée au sol, ses copines ont appelé les flics. Et ce qui l'a étonné dans son témoignage, c'est que l'homme est resté tout le long à observer la scène. Il n'est pas parti en courant, il est resté stoïque. Ça pourrait choquer n'importe qui que cet homme ne soit pas enfui en courant, mais en fait ce n'est pas du tout étonnant si on part du principe que cet individu est peut-être un psychopathe, parce qu'il ne ressent aucune peur, aucune culpabilité, et surtout il y a une indifférence par rapport aux conséquences. Donc si vous voulez, c'est une sorte de balécouillisme intense. Donc si vous voulez vraiment vous en battre les couilles, devenez psychopathe. Alors j'avais lu un bouquin un jour d'un psychologue américain qui s'appelait Robert Hare, je pense, H-A-R-E, et il racontait un témoignage d'un psychopathe au tribunal, d'un psychopathe qui avait un tueur en série qui avait tué une femme. Et en fait il expliquait que on lui disait mais vous n'avez pas ressenti l'effroi et l'épouvante dans les yeux de votre victime, et il disait si, même moi ça m'est déjà arrivé de ressentir de la terreur, et j'ai trouvé que c'était plutôt une émotion agréable. En fait cet exemple là, c'est pour vous montrer que le psychopathe n'a strictement aucune idée de ce qu'il ressent. Il a une vie émotionnelle qui est naze, il n'y a rien, il ne ressent pas d'émotion, il ne comprend pas les émotions. Et pour compenser ça,
eh bien, pour compenser cette pauvreté émotionnelle, il est obligé d'essayer de se sentir vivre à travers, en comblant des besoins comme le sexe, besoin de pouvoir, de contrôle sur les autres, sensations fortes. Bon alors pour conclure, si vous êtes reconnu dans cette présentation, je vous invite à ne surtout pas aller draguer des femmes dans la rue, hein. Mais si c'est pas le cas, tant mieux. Je veux nuancer ce que j'ai dit juste avant, évidemment, je suis pas en train de dire que tous les hommes qui emmerdent des femmes dans la rue sont des psychopathes. Je suis en train de dire que ces hommes qui emmerdent dans la rue ont des caractéristiques qui font fortement penser à la psychopathie. Je veux aussi expliquer qu'il y a aussi des causes sociologiques. Là, j'ai choisi une interprétation psychologique. Cette vidéo, elle avait aussi pour but de rassurer pas mal de chevaliers blancs. Moi-même, j'en étais un, donc je ne m'exclus pas de ce groupe-là, en leur expliquant que non, ils n'ont pas à s'inquiéter quand ils vont draguer une femme dans la rue. Ce ne sont pas des harceleurs ou des mecs égoïstes ou des emmerdeurs. Ils sont en train d'accomplir leur devoir de reproduction. Mais ils ne sont en aucun cas en train d'harceler. Et j'espérais leur montrer à travers cette présentation qu'ils sont relativement loin d'un harceleur. Le mec moyen, le mec gentil et respectueux, il est relativement loin de cette minorité-là bruyante que sont les harceleurs, qui ressemblent fortement aux psychopathes.